mécanismes sont utilisés pour pouvoir individualiser les personnes différentes dans une société donnée. Il s'agit, entre autres, du nom et du domicile. Il s'agit également de l'état civil et de ce qu'on a pu appeler la nationalité. Hier, donc, nous avons abordé, autant pour moi, on a abordé le domicile et le nom. Aujourd'hui, il est question d'aborder le chapitre 2 de ce titre 2 de la première partie consacrée à la nationalité et à l'état civil. Mais avant d'y aller, mesdames, messieurs, je voudrais passer la parole à qui voudrait la prendre pour d'éventuelles préoccupations en rapport avec ce que nous avons vu jusqu'ici. La parole à qui voudrait la prendre pour nous faire parvenir vos préoccupations, toutes vos préoccupations, mais alors chacune de vos préoccupations. On m'a fait savoir qu'il y a des gens en ligne. Donc, ces personnes en ligne, si elles ont des difficultés, qu'elles n'hésitent pas à faire, envoyer leurs difficultés également sous forme de questions, de telle sorte que si les techniciens les ont, on pourra apporter donc la réponse à leurs questions au même titre que ceux qui sont en présentiel. Donc, mesdames, messieurs, je voudrais donc passer la parole à qui souhaite la prendre pour vos préoccupations. Oui? Oui? Hier, nous avons vu dans le chapitre sur le nom et le domicile. Dans le nom, on a défini comme ensemble des éléments qui désignent une personne. Oui. Ensemble des vocables et appellations qui servent à désigner une personne. Dans le nom, nous avons vu le nom au sens strict, oui, c'est-à-dire le nom coutumier et le patronyme. Et on a vu en second lieu les éléments, les compléments du nom, c'est-à-dire les accessoires du nom, qui sont donc le prénom, qui sont donc le sobriquet et le surnom. Oui. Oui. Pseudonyme, oui. Ah. Ah. Mais qui figure dans l'acte de naissance au surnom. Uh-huh. Et ensuite, on parle de domicile. On a dit chaque personne a droit au domicile. On parle de caractère. D'accord. Okay. Merci, M. Sadouamou. Ah. Madame Miagno, est-ce qu'il y a des questions? Ngoni? Il y a des questions? Quoi? Des questions? Oui, Milord. Une question par là. Monsieur, hier, vous avez dit que le nom le patronyme est suivi du nom coutumier. Et inversement, ça dépend des. Ça peut dépendre. Dans la mesure où certains parents ont l'habitude de mettre le prénom en haut et maintenant les noms en bas, est-ce que la loi... Non, la loi n'impose pas un ordre. Ce qui est imposé, c'est l'usage du nom dans l'ordre qui figure dans l'acte de naissance. Donc, étant donné qu'il peut même arriver qu'on ait simplement le nom sans prénom, ce n'est pas interdit. Il peut arriver qu'on ait un nom coutumier sans patronyme. Il peut arriver qu'on ait le patronyme sans nom coutumier. Ce n'est pas, la loi n'impose pas qu'on ait à la fois le nom coutumier, le patronyme, le prénom et le surnom. On peut choisir de n'avoir qu'une seule chose. Mais dès lors qu'on l'a, on l'a à vie et on est obligé d'utiliser dans l'ordre mentionné dans l'acte de naissance. Monsieur, et si on a respecté dans l'ordre là, est-ce que ça peut poser un problème? Exemple, la partie où on doit mettre le nom, on met plutôt le prénom. Oui. Et maintenant, la partie où on doit mettre le prénom, on met plutôt le nom. Je prends un exemple. J'avais une camarade qui s'appelait Flore Marie Nanga Ayolo. Au lieu de s'appeler Nanga Ayolo, Flore Marie, est-ce que l'ordre renversé là peut déranger? Le renversement de l'ordre là en lui ne pose aucun problème. Ce qui poserait le problème, c'est qu'elle utilise ça dans un document officiel, dans un ordre qu'elle voudrait.
dans le fait de faire commencer le prénom par l'appellation par les prénoms avant de mettre nos patronymes et le nom coutumier ne pose pas un problème. Ce n'est pas interdit par la loi. Oui, Bingoni. Monsieur, je voulais savoir si le changement de filiation peut entraîner changement de nom. Changement de filiation, pensez à quoi? Une femme qui a un enfant. Oui. Bon, l'enfant reconnaît l'enfant. Oui. Après, elle se sépare de l'enfant. Elle se met avec un autre. Est-ce qu'à ce moment, l'enfant peut vouloir changer le nom, porter le nom de... Est-ce qu'un remariage peut entraîner obligatoirement le changement du nom de l'enfant? Non. Ce n'est pas un motif pour changer le nom de l'enfant. Les motifs pour changer un nom ont été évoqués et en dehors de ces motifs, on ne peut pas changer le nom. Il est vrai, il a ouvert la possibilité au juge d'apprécier des motifs autres que ce qu'on a évoqué hier, mais en principe, seuls les motifs qu'on a évoqués hier peuvent justifier un changement de nom. Autre question? Il y a un nouveau visage là, rappelez-moi le nom. Comment? Yao Kofi Jean-François, comment vous allez? Merci de nous avoir rejoints, c'est l'essentiel. J'espère que vous êtes mis à jour avec les cours des autres. En tout cas, sinon vous allez vous rapprocher d'eux pour être au même niveau. Oui, monsieur Sompa, 5 questions. Vous avez le droit de poser toutes vos questions. Posez en désordre, je vous autorise. Posez-les-moi en désordre, comme ça vient. La naturalisation du nom. Oui. Il arrive que des étrangers quittent leur pays, viennent dans leur pays natal, ou peut-être avec des liens d'affiliation par rapport à leurs parents, et décident de changer leur nom. Mais il arrive bien, dans la plupart des cas, le nom qu'ils ont n'a pas de synonyme, s'il faut le dire, ici. Par exemple, je prends un exemple. Chez nous, au Congo, dans la Bible, il y a une partie qui a été traduite où la veuve de Sarepta disait que non, elle devait manger le dernier, elle devait préparer de la farine, du pain, et après ça, elle mangeait avec ses enfants. Par contre, quand on regarde dans nos langues locales, comment on a traduit ça, tellement que nous, on n'a pas de farine, ils ont traduit ça comme étant joujou. Très bien. C'est ça. Maintenant, comment, par rapport à la naturalisation, comment on apporte ce sens? Pour la question, l'idée de la naturalisation, elle est traduite par l'objet auquel le nom renvoie dans la langue dans laquelle on veut naturaliser, ou alors un objet, une chose qui en est proche tout simplement. Ça veut dire que comme on ne trouvait pas le mot farine, on a traduit par couscous. C'est justement de ça qu'est question, l'idée qu'on traduise par ce qui pourrait renvoyer à cette idée. Farine, ça fait référence à un aliment qui sert à un usage quotidien. Et j'imagine que le couscous joue le même rôle dans la culture qui est la vôtre. C'est pourquoi on a rapproché cette farine du couscous. Donc, cette traduction est justement l'idée de la loi qu'on puisse traduire, mais la traduction n'est pas non plus un mot-à-motage. La traduction, c'est l'idée qu'on veut faire passer à travers un objet, à travers un concept. Donc, elle est autorisée, cette traduction. C'est même l'idée de la loi. Deuxième question. Oui. Domicile? Donc, M. Sadouamo dit le domicile élu. Cette notion reste un peu vague dans son esprit. Je vais partir d'un exemple simple. Lorsque vous avez une procédure judiciaire, si on veut vous signifier une convocation, une sommation, si on doit vous chercher à chaque fois, ça va déranger, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas connaître vos domiciles, vous pouvez même déménager, vous pouvez être affecté même ailleurs, vous pouvez même être en service ailleurs. Pour faciliter la circulation des documents judiciaires, on va choisir un endroit où on viendra vous donner vos documents de justice. On appellera cet endroit votre domicile élu. Ainsi, le justiciable s'engage habituellement à élire domicile au cabinet de son avocat. On appellera ce domicile-là le domicile élu. De la même façon, dans le cadre d'une convention, par exemple, vous êtes un locataire, vous allez louer chez un bailleur. Il peut arriver qu'il y ait un problème
C'est-à-dire qu'on veut vous signifier, par exemple, une facture de courant à payer, on veut vous signifier un loyer, l'échéance d'un loyer qui est déjà arrivé, il faut payer. On ne va pas vous chercher à l'école là où vous êtes, il faut bien qu'on vous donne ça quelque part. C'est vrai, la chambre, c'est évident que ce n'est qu'une habitation passagère autant que vous soyez étudiant. Ce n'est pas votre domicile. Le domicile est le lieu d'habitation permanent, lieu d'habitation permanente, stable et définie, enfin dit, plus ou moins définitif d'un individu. On vous fait la différence entre le domicile et la résidence. Votre domicile ne peut donc pas être au Cameroun ici, puisque vous y êtes pas de manière passagère. Quand vous allez finir vos études, vous allez rentrer éventuellement dans un autre pays ou alors peut-être plus à soi. Vous êtes à soi seulement parce que vous voulez fréquenter. Ce n'est pas votre domicile. Mais dans le cas de l'exécution de cette convention de bail-là, vous êtes libre de vous engager à ce que votre domicile élu soit pour l'exécution de cette convention, votre chambre, la chambre dans laquelle vous vous trouvez, c'est-à-dire à soi. En ce moment, ce ne sera pas votre domicile, ce ne sera pas en réalité votre domicile, on dira quoi, légal, mais ce sera votre domicile élu. Donc, pour les besoins d'une cause bien précise, on peut choisir un domicile qui disparaîtra avec la disparition de cette cause-là, ce qu'on appelle le domicile élu. Donc, vous avez élu domicile à cet endroit-là. Oui, Bilo. Seigneur, vous avez dit que l'île de la femme mariée et son mari. Et maintenant, donc avant qu'elle se marie, comme elle vivait chez ses parents, oui. Est-ce que c'est possible qu'elle maintienne le domicile de ses parents comme domicile légal et le domicile de son mari comme domicile élu? Non, parce que la loi lui l'oblige à avoir pour domicile le domicile de son mari. Elle ne peut donc pas aller contre la loi. On dira que comme la loi lui impose le domicile, ce domicile est désormais le sien. Ce domicile est un domicile imposé par la loi, c'est le domicile légal de la femme mariée. La femme mariée est obligée d'avoir pour domicile le domicile de son mari. De la même façon, inversement, le mari est obligé de recevoir la femme mariée dans ce domicile-là. Il ne peut pas dire sors de chez moi, c'est le domicile de la femme. Même si la femme est têtue, on va dire que sort de chez moi, c'est son domicile. Oui, son monsieur ne sont pas. Est-ce que le géniteur d'un enfant peut décider de retirer son nom à son enfant au cas où, par exemple, constater que d'après un test de paternité, ce n'est pas son fils? Est-ce qu'il a le pouvoir de retirer ce nom à son enfant, à cet enfant? Est-ce que la preuve du défaut de paternité est une cause de retrait du nom de l'enfant? Donc, ce n'est pas une cause légale, on ne l'a pas énuméré hier. Mais il est ouvert une possibilité au juge d'apprécier la pertinence d'un motif de changement de nom et donc d'accorder au changement au cas où il estimerait ce motif pertinent. Donc, je n'ai pas de jurisprudence à l'esprit qui témoigne de ce qu'on a déjà changé de nom pour le simple fait d'avoir constaté que ce n'est pas le père de l'enfant. Mais rien n'empêche à un juge, s'il estime que cette raison peut être fondée, d'admettre ce motif pour changer le nom de l'enfant. Oui, rappelle-moi le joli nom là. Niabi. Madame Niabi. Est-ce qu'on peut changer le nom de l'enfant parce que l'enfant a commis une faute? Il a tenté de tuer son père. Donc c'est quand même grave, c'est ça? Oui. Est-ce que la faute de l'enfant peut justifier le retrait? Non. L'enfant a le droit de porter le patronyme dans le nom de son père. Et c'est un droit que le père ne peut retirer du simple fait de la faute de l'enfant. En tout cas, il n'y a aucune disposition légale qui autorise le père à le faire. Au contraire, il y a une disposition légale qui autorise l'enfant à porter le nom de son père, y compris par le recours, on va dire de manière forcée, par le recours aux juridictions. Donc, s'il n'y a pas le nom de votre père dans votre nom, vous avez le droit d'aller en justice pour qu'on puisse introduire le nom de votre père dans votre acte de naissance.
désormais ce sera Niabi Ndinga, par exemple, au lieu de Niabi simple. Il y a une question? Pas de question. Monsieur, le changement de nom, est-il est permis par la justice? Selon les procédures, le changement de nom est permis par la justice d'après une procédure administrative. Oui. Quelles sont les personnes qui sont censées ou qui sont permis de s'opposer à ce changement de nom, par exemple? Donc, votre camarade demande, est-ce qu'on peut s'opposer à un changement de nom? Est-ce qu'un tiers peut s'opposer à un changement de nom? Disons que c'est une action en justice. Toute personne qui a intérêt peut parfaitement s'opposer à ce changement de nom. Par exemple, on a l'impression que ce monsieur veut changer de nom parce qu'il est extrêmement endetté et que le motif qu'il avance n'est pas un motif fondé, il veut seulement diluer son identification, qu'on ne puisse plus le retrouver. Dans cette mesure-là, tout le monde peut saisir l'autorité compétente pour signaler que, attention, c'est une manœuvre de fraude. Donc, toute personne qui a intérêt peut s'opposer à un changement de nom pour porter à la connaissance du juge ou du moins l'autorité compétente, ce que, en fait, l'individu qui veut changer de nom est en train d'analyser comme une manœuvre de fraude, tout simplement. Toute personne qui a intérêt, y compris le procureur de la République. Je veux quand même prendre un exemple. Je suis vraiment désolé, mes chers collègues. Je vais prendre un exemple. Non, vous avez tout le droit. Dans le cas, moi, j'ai ma tante qui a décidé, après une certaine expérience, je ne sais pas, elle a décidé de changer de nom. Oui. Son nom signifie sans pas. Et son nom signifie emprunter. Dans le sens où, si tu as un problème, au lieu d'aller voler, que tu ailles emprunter pour régler ton problème. Par contre, elle a changé de nom. Et on a vu que non, on pouvait changer de nom seulement si le nom nous portait préjudice. Est-ce que dans son sens à elle, c'est bien selon des conditions religieuses, mais est-ce que dans son sens à elle, son nom l'a porté préjudice? C'est ça ma question. Donc, disons que quelle est la mesure du préjudice qui justifierait qu'on puisse changer de nom? Disons qu'à ce niveau, comme le préjudice peut être de plusieurs natures, le préjudice peut être moral, il peut être matériel, il peut être de plusieurs natures. Il appartiendra seulement au juge d'apprécier l'effectivité, la pertinence du préjudice invoqué en fonction des circonstances de l'espèce, étant donné que moralement, quelque chose pour porter préjudice ne pas porter préjudice à M. Ibarra. Vous pouvez par exemple estimer que l'emprunt là signifie que vous n'aurez jamais l'argent et estimer que ça vous porte préjudice. Ibarra lui ne voit aucun problème, au contraire, il y voit un principe noble. Vaut mieux emprunter que voler. Et donc ça ne lui pose pas de préjudice. Maintenant, il appartiendra au juge au cas par cas d'apprécier si effectivement on peut estimer que le préjudice causé est suffisant pour que l'individu change carrément de nom. Mais toutefois, ça fait naître énormément de problèmes à la suite, surtout dans les familles. Parce qu'à partir du moment où elle change de nom, est-ce que les membres de la famille la considèrent toujours comme un membre de leur famille? A-t-elle toujours le droit à l'héritage de ses parents? Ça pose énormément de questions. En fait, le droit à l'héritage n'a rien à voir avec le nom. Vous pouvez vous appeler Nambele. Cela n'enlève pas que vous êtes le fils de votre père. Donc, le simple fait d'un changement de nom ne prive en rien d'un des droits de la personne. Au contraire, c'est justement, on essaie justement de dire que on peut rester le même individu, on peut toujours être individualisé, on peut toujours porter un nom, on peut toujours avoir un droit à un nom, on peut avoir droit à un premier nom et un nom autre que le premier nom qu'on a eu. Donc, le changement de nom, en fait, n'enlève qu'un droit. La seule chose qu'il y aura matériellement à faire, c'est de joindre à chaque fois le certificat d'individualité pour attester que cet individu est exactement le même, ce n'est pas un autre individu. S'il a eu déjà des diplômes avec un premier nom, que le second nom qu'il a puisse continuer à être considéré dans les diplômes ultérieurs parce que c'est la même personne. Donc, le seul fait de changer de nom n'enlève en rien un droit que l'on avait déjà et ne prive en rien d'un droit futur. C'est le même individu. Oui, enfin, madame quoi? Oui. Quand vous changez de nationalité, vous perdez totalement les droits de votre nationalité. On perd l'ancienne nationalité. Et les droits que vous aviez. Oui. Non, pas les droits. L'ancienne nationalité. Disons que si vous voulez,
les droits que pouvait octroyer cette nationalité-là. Par exemple, si vous étiez français, vous ne désirez plus être français. Les droits que les autres Français ont en tant que Français, vous n'allez plus les avoir. Vous savez que, par exemple, ne prendre que l'exemple de la France, les nationaux n'ont pas les mêmes droits que les étrangers. C'est pourquoi d'ailleurs, tout le monde qui arrive en France veut absolument avoir la nationalité. Ça devrait? Non, pas du tout. Cela n'emporte pas. Les droits qu'on peut perdre n'ont aucun rapport avec le droit à l'héritage. Pas du tout. Autre question? Oui, Laure. Du domicile. Je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire, l'élément psychologique du domicile. Très bien. Madame Miller demande c'est quoi l'élément psychologique du domicile. En fait, l'idée est de dire que le domicile d'une personne n'est pas seulement un lieu où il y est physiquement. C'est aussi un lieu où il a l'intention pour l'avenir de constituer son centre principal d'intérêt. C'est là où il veut rester désormais de manière principale pour l'avenir. Donc, pour ça, pour dire d'un endroit qu'il est un domicile de l'individu, il faut qu'on puisse savoir si l'individu en question avait l'intention de considérer ce lieu désormais comme le lieu de son principal établissement, sa principale installation. Désormais, c'est ici que je suis installé. Ce qu'on appelle l'aspect psychologique, l'intention de la personne de s'y installer effectivement pour l'avenir. Il y a donc l'intention, mais on peut avoir l'intention, mais ne s'y être pas encore installé physiquement. Par exemple, j'ai l'intention de venir m'installer ici pour être plus proche de l'université. Désormais, ce sera mon lieu. Voilà l'intention. Mais à cette date, je ne suis pas encore installé. Il manque donc l'occupation physique. De la même façon, je peux venir m'installer là physiquement. Mais ce n'est pas dans l'intention de m'installer définitivement. C'est peut-être le temps de faire le cours. Vous voyez que je m'installe physiquement, mais je n'ai pas l'intention de m'installer définitivement. On dit donc que pour considérer un endroit comme un domicile, il faut deux éléments. Ces deux éléments. Premier élément, l'occupation physique du lieu. Deuxième élément, l'intention manifestée de s'y installer à l'avenir, pour l'avenir de manière permanente. Donc, deux choses, élément psychologique, l'intention de s'y installer de manière permanente, d'en faire le lieu de son principal établissement, élément physique ou élément matériel, l'occupation effective de l'habitation en question. L'élément psychologique concerne plus le domicile légal ou bien J'aurais pu dire le domicile choisi. Parce que le domicile légal, que vous ayez l'intention ou pas, dès lors que vous êtes marié, c'est votre domicile. Que vous l'occupiez même d'ailleurs ou pas, dès lors que vous êtes marié, on dit que c'est votre domicile là. Même si votre mari habite en Ngelmandouga, même si vous n'avez pas l'intention d'aller habiter avec lui, quand vous allez Yoyet, vous restez à Yaoundé. La loi a déjà dit que c'est votre domicile là-bas. Que vous occupez physiquement ou pas, c'est votre domicile. Je dirais que ces éléments s'appliquent davantage au domicile choisi volontairement. Monsieur, je prends un exemple. Si il arrive que quelqu'un construise sa maison, oui, que peut-être la personne décide de mettre la maison en location pour partir louer. Oui. On va donc dire que c'est la maison qui loue qui est l'élément psychologique de son domicile ou bien c'est la maison qu'il a construite. Non, l'élément psychologique que... Puisque vous avez dit que c'est l'intention de rester là-bas. S'il a quitté son domicile qu'il a construit, c'est parce que bon, peut-être qu'il n'a pas envie de rester là, il a plus envie de rester dans un... Pour répondre à cette question, je vais me poser deux questions avec vous. Quel est le domicile qu'il occupe effectivement? Disons que présentement, il occupe le domicile qu'il a construit. Il a donc construit, il occupe ce domicile en ce moment. Deuxième question, quel est le domicile qu'il a l'intention d'occuper de manière, dans le domicile qu'il habite en ce moment, est-ce qu'il a l'intention de demeurer de manière permanente et pour l'avenir désormais? Non, il a plutôt l'intention de laisser la maison. Par conséquent, comme les deux éléments ne sont pas réunis ici, ça ne sera donc plus son domicile. Puisqu'il n'a plus l'intention d'y habiter de manière permanente, étant donné que peut-être qu'il est affecté en France pour toute la vie, ou en Ngelmandouga pour toute la vie. Maintenant, pour Ngelmandouga, est-ce qu'il y habite déjà de manière physique? Est-ce qu'il a déjà choisi, il a déterminé physiquement un domicile là-bas?
dit oui. Est-ce qu'il a l'intention de s'y installer de manière permanente? Par conséquent, c'est là-bas son domicile. Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour déterminer le domicile. En fait, les deux éléments nous servent à déterminer l'endroit effectif qui est le domicile de l'individu dans le contexte où un individu peut avoir plusieurs habitations et plusieurs résidences. Il y a par exemple quelqu'un qui a la maison en ville, il a la maison au village. Question, quel est son domicile? On va poser deux questions. Quel est le lieu matériel où il a effectivement choisi? Est-ce que matériellement, il s'est installé en un lieu, il a désigné un lieu pour s'installer? Oui. C'est où? Yaoundé, bien au village. Deuxièmement, quel est le lieu où il a l'intention de s'y installer de manière principale, à titre principal, de manière permanente? Est-ce que c'est Yaoundé? Est-ce que c'est le village? Si c'est Yaoundé, alors son domicile sera Yaoundé parce que ce lieu réunit les deux éléments, l'élément matériel et l'élément psychologique. Oui, monsieur le délégué. J'ai deux questions. Ma première, est-ce que l'hôtel peut être un domicile? Est-ce que l'hôtel peut être un domicile? Réponse, cela dépend. Il y a des personnes qui habitent à l'hôtel. Ça peut être, par exemple, on me dira que quelqu'un n'a décidé de ne pas construire une maison. Les riches habitent à l'hôtel. Les gens qui le font, il a les moyens d'habiter. Mais dans le cas où il a des maisons. S'il a la maison, il a des maisons, mais il les laisse en location. Il habite dans son hôtel. Il n'a plus aucune maison où il vit. Il habite à l'hôtel. Dans ce cas, l'hôtel est son domicile. Et ma deuxième question, est-ce que la loi permet à certains pays de refuser de donner la nationalité aux étrangers? Disons que, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure, merci pour la question qui nous permet d'introduire aujourd'hui. Effectivement, chaque État est libre de donner la nationalité à qui il veut. Et d'ailleurs, les lois en rapport avec la nationalité varient d'un pays à l'autre. Il n'y a pas une loi universelle de la nationalité. Chaque État détermine les conditions auxquelles il attribue la nationalité à un individu ou plutôt à un autre. C'est donc la raison pour laquelle nous avons introduit notre chapitre d'aujourd'hui qui porte sur la nationalité et l'état civil. Oui, il y a bien une dernière question avant d'avancer. Est-ce qu'un Congolais peut avoir la nationalité camerounaise? La carte consulaire congolaise. La carte consulaire congolaise. La carte consulaire congolaise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes fille de diplomate, c'est ça? Ou simplement que le Congo vous a une autorisation d'aller à l'extérieur? Si vous prenez la nationalité camerounaise, vous êtes camerounaise. Vous prenez la nationalité congolaise. Si vous devez partir au Congo, vous prenez une carte de séjour. S'il n'y a pas, si les États n'ont pas de conventions de libre circulation, vous prenez une carte de séjour. De la même façon que vos frères qui sont en France et qui viennent ici au Cameroun pour passer les vacances, ils vont prendre, ceux qui sont français, ils vont prendre l'autorisation de séjour à l'ambassade. Ils viennent. Quand ça finira, un mois, 2 semaines, quand ça finira, ils ne sont plus des nôtres. Ils sont étrangers quand ils reviennent, même s'ils sont nos frères. Ils ne sont plus camerounais. Ils ne sont plus congolais, ils ne sont plus gabonais. Donc, comme les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. Pour non, s'il a fabriqué, c'est à l'eau-faux. Oh oui, dans cette mesure, on va dire quoi, c'est le faux. Et en droit, il y a ce qu'on appelle, il y a un principe général de droit. Le principe général, ça veut dire que la règle s'applique indépendamment de ce qu'une loi est disposée expressément. Le principe s'applique. Et l'un des principes généraux du droit est le principe selon lequel la fraude corrompt tout. Donc, quel que soit le droit que vous avez, quel que soit le statut que vous avez, dès lors que vous l'avez obtenu par fraude, cela vous prive entièrement, cela efface entièrement votre capacité à jouir de ce droit. Donc, si vous avez obtenu un droit ou un statut par fraude, dites-vous que ce statut est nul et de nul effet dès lors qu'il a été obtenu par faute.
Oui, comme c'est quand même le délégué, c'est la chefferie. On prend la dernière question du délégué. C'est difficile. Il y a une question. Oui, Supposons que l'enfant, c'est un exemple, oui, supposons que l'enfant d'un cadre du Cameroun part s'installer en France oui, pendant plusieurs années et acquiert la nationalité française. Il perdra instinctivement sa nationalité camerounaise. oui. Dès qu'il passe plusieurs années en France et il revient au Cameroun, normalement, il doit revenir avec une carte de séjour. Vu que c'est l'enfant d'une autre autorité, il y aura toujours les avantages. Non, là, il a perdu. Au fait d'avoir choisi notre nationalité, il a perdu le droit en tant que national. C'est un exemple, vu que je prends l'exemple, Oui. vu que c'est l'enfant d'un cadre. Non, nous parlons du droit, hein. Nous ne parlons pas de l'influence du trafic, de l'abus d'autorité. Nous parlons du droit. Est-ce qu'il a droit à cela? Voilà. Normalement, il n'y a pas de droit, mais vu que c'est l'enfant, vu que son papa est une autre autorité. Voilà, justement, M. le délégué, nous on parle de normalement. Dans un monde de droit, c'est le droit là qu'on apprend ici, là. Ce qui doit être appliqué, pas ce qui est appliqué du fait de l'abus d'autorité, de la corruption ou d'autres. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec la loi, c'est ça? Ok, on va dire que c'est tout votre droit également, la liberté d'opinion, mais en fait, l'idée est d'éviter la double nationalité. Parce qu'à la fin, autant la nationalité de fonction est admise dans certains pays, autant la double nationalité parfois n'est pas de nature à favoriser, à aider dans la gestion des individus dans un pays, dans la mesure où dès lors que vous commettez une infraction et qu'on veut poursuivre, votre État étranger va vouloir intervenir pour essayer d'empêcher qu'on vous applique la loi. Je ne vous rappelle pas des cas constants où un Français va être jugé dans un État africain. On a la France qui intervient pour dire qu'il faut qu'on renvoie le Français, le Franco-Congolais, le Franco-Camerounais, le Franco-Gabonais en France pour qu'il y soit jugé. Et quand il y va, mais d'ailleurs, il n'est pas jugé du tout. Parce qu'on estime que c'était un abus de droit. Enfin, la vérité est qu'on méprise un peu votre législation ici. On estime que c'est comme si quelqu'un a commis l'infraction dans un sous-pays, quoi. On n'est pas obligé de punir. Donc, délégué, on fait oui. Ma seconde question, supposons qu'un Africain Oui. commet un méfait dans l'Europe Oui. et que son pays demande qu'on le rapatrie pour être jugé. Est-ce que ce pays acceptera de rapatrier? Est-ce que la règle selon laquelle est-ce que la pratique qui voudrait qu'on obtienne l'extradition d'un national qui a commis une infraction dans un pays, cette règle est habituellement visible, du moins la pratique est habituellement visible lorsque un État africain juge en français. Est-ce que l'État africain pourrait obtenir la même faveur de l'État français dans le cas où il viendra juger son citoyen de l'État africain? En réalité, c'est une question de coopération judiciaire. L'extradition est habituellement une mesure de coopération judiciaire, de telle sorte que c'est une demande qu'on adresse à un État. Et l'État apprécie librement s'il accorde ou s'il n'accorde pas. Donc, est-ce que les États africains peuvent demander? Oui, ils peuvent demander. Est-ce que l'État français est obligé d'accorder? Non, il n'est pas obligé d'accorder. De la même inversement, pour ce qui concerne les États africains, est-ce que la France peut demander? Oui, la France peut demander. Est-ce que les États africains sont obligés? Est-ce que les États africains sont obligés d'accorder l'extradition? Réponse, non, ils ne sont pas obligés. S'ils accordent habituellement, c'est une question de rapport de force. On va appeler ça comme ça pour dire terre à terre parce qu'ils savent que les mauvais rapports entre eux et les États forts n'aideront pas forcément pour l'avenir, surtout sur d'autres terrains. Entre faire le bras de fer pour un criminel et se voir couper l'aide du FMI, de la Banque mondiale, ou alors se voir déclarer État dictateur au sein du Conseil des Nations. Vaut mieux éviter, ce n'est que l'affaire du gars qui a détourné 5 millions, c'est là. Vraiment, prenez le parti. Bref, c'est une appréciation, étant donné que la décision d'extradition est une décision purement politique, c'est une décision judiciaire. Donc, c'est le chef de l'État qui décide ou ne décide pas.
C'est une décision purement politique. Et d'ailleurs, ça se décide par décret, par le décret d'extradition. C'est de la procédure commence par la justice, mais à la fin aboutit à proposer une décision d'extradition au président de la République qui est donc libre de signer ou de ne pas signer. Oui, un doigt qui insiste ici, là. Restant dans le même contexte, dans le même sujet, maintenant je pose la question. Oui. Quel est maintenant l'apport de la CPI dans ce contexte? La CPI, M. Ndinga demande quelle est la place de la CPI dans le processus d'extradition. En réalité, la CPI n'a rien à voir avec l'extradition. La CPI, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, est une juridiction. Elle est compétente pour juger d'un type d'infraction bien déterminé, à savoir le génocide, les crimes d'agression, les crimes de guerre, entre autres. Donc, ou encore les crimes contre l'humanité. Ce n'est que pour ces 4 crimes que la CPI est compétente. Dès lors qu'on a pu réunir les éléments de preuve pour ces infractions, alors on dépose la plainte à la CPI qui est située à La Haye. Et c'est la CPI qui va donc mener la procédure, une procédure à part entière, elle n'a rien à voir avec l'extradition. Du moins, la CPI peut arriver que la CPI demande à un État d'extrader une personne qui est poursuivie devant la CPI et dont l'État est justement libre d'extrader ou de ne pas extrader du tout. Et même, la Cour de la CPI va émettre un mandat d'arrêt. L'extradition signifie faire passer l'individu qui a poursuivi ici, là, du moins qui est dans un territoire, sur un autre territoire donné. La CPI, en fait, n'est pas un État. La CPI, c'est une juridiction à laquelle l'État a décidé d'accorder un siège simplement. Donc, est-ce qu'on vous parle d'extradition? C'est vraiment très forcé. Il s'agira davantage d'exécuter un mandat d'arrêt que la CPI aura lancé contre l'individu en question. Donc, l'extradition dont nous parlons ici n'a pas vraiment, la CPI n'a pas vraiment un grand rôle à jouer dans le cadre de cette extradition. Oui. Je suis achevé avec votre question. C'est bon, on a répondu. Donc, je voulais arrêter là. Mais comme c'est le délégué lui-même, c'est quand même la puissance de la chefferie. Prenons la dernière et puis on va continuer notre point. Oui. En fait, il faut retenir le principe de souveraineté, qui est un principe général en droit international. Il voudrait que chaque État soit seul maître de ce qu'il fait. Comme notre État n'a rien à lui dire, comme lui aussi n'a rien à dire à l'autre État. Ainsi, si un État organise sa réglementation, sa législation, il n'a rien à attendre d'un point de vue d'un autre État. Et pour couronner, pour compléter ce principe, les États habituellement, dans le cadre de leurs relations internationales avec les autres États, s'imposent le principe de non-ingérence. Il suffit qu'ils s'obligent à ne pas se mêler les histoires de notre pays. Faites comme vous voulez là-bas. Lui, il veut être l'ami de la personne que vous aurez décidé que c'est elle qui représente votre pays. Oui. Dans ce que vous venez de dire précédemment, sur le fait qu'un État puissant demande qu'on rapatrie son membre pour être jugé dans son pays. De même, un État puissant peut aussi s'ingérer dans les affaires politiques et élections d'un État qui n'est pas puissant. Oui, disons qu'un État qui demande qu'on extradite son national. Dans le cas où un État puissant veut intervenir dans les rapports politiques et dans les élections. Dans la première hypothèse, le fait que l'État demande qu'on extradite son national, cette première hypothèse, c'est une question, une pure demande. Elle peut être acceptée ou ne pas être acceptée. Là, on est en droit. Maintenant, pour l'hypothèse où les États interviennent de force dans les affaires politiques d'une nation, par exemple, dans leur point de vue sur les élections qui sont déroulées, ou alors, à la limite même, interviennent pour enlever le président d'un autre pays. Suivez mon regard. Là, c'est carrément une violation du droit international. Bon, il est vrai, pour le point de vue politique, avoir un point de vue sur les affaires politiques de notre pays, ça peut être la politique extérieure d'un État, un État libre
déterminer sa politique extérieure. C'est-à-dire que je trouve que mes intérêts y sont, et donc j'interviens de la manière dont je peux pour essayer d'influencer. J'exploite du pétrole là-bas, il est de mon intérêt que la démocratie règne habituellement. Donc, quand elle ne règne pas, je peux donner mon point de vue, mais je n'impose pas mon point de vue. Je n'ai aucun moyen d'imposer mon point de vue à cet État-là. Par contre, l'intervention militaire pour aller enlever un président et aller enfermer dans son pays, vraiment, on est vraiment dans la jungle. La jungle, c'est une façon, c'est un constat partant de ce que le droit à l'échelle internationale est en train de frôler son déclin carrément. Ce n'est pas toléré, c'est imposé, si vous voulez. C'est comme si un fort rentrait là maintenant, là. Nganou, si Nganou entre là maintenant, et qu'il vienne nous taper nous tous. Est-ce que c'est toléré? Ce n'est pas toléré. Mais est-ce que ce sera effectif? Sera effectif. Il nous aura tapé nous tous. Nganou, le grand boxeur, il nous aura tapé nous tous, mais ce n'est pas toléré. Donc, c'est pratiquement la même hypothèse de l'autre côté. Un individu, un beau matin, parce qu'il est l'État le plus puissant du monde, décide que je viens enlever votre président. Je pars avec lui dans mon pays pour que les autres comprennent, les autres pays qui veulent me manquer de respect là, comprennent que je ne suis pas dans les choses des enfants là. C'est que comme m'énerve, voilà ce qu'il faut faire. À bon entendeur, salut. Vos petites choses que vous faites à la France là, que sort de notre pays, on ne veut plus de toi. Moi, les États-Unis, je ne suis pas, je ne fais pas dans la dentelle. C'est que comme manque de respect, voilà ce qu'il faut faire de lui. À bon entendeur, salut. Donc, c'est une violation carrément du droit international et qui a un message clair qui va envoyer à qui de droit. Peut-être également à l'autre pays qui se dit le plus puissant pour dire, voir comment tu fais 3 ans pour aller lutter contre un petit pays. Voir comment les grands font. Attends, je vais t'envoyer, je vais te dire quelque chose. Viens écouter. Je vais te dire quelque chose là vers 3 heures du matin. Et puis à 3 heures du matin, on entendait que le président Trump dit que non, il a enlevé le président, c'est lui-même qui commandait, c'est lui-même qui était pilote de l'opération à la Maison Blanche. Donc moi, Trump, j'ai piloté pour enlever le président. J'espère que Poutine, tu vois un peu comment les grands font. Pas des choses que tu vas faire en Ukraine là-bas. Depuis 3 ans, il y a un dingue, tu luttes contre un gars qu'on appelle Zelensky. Un petit, vous l'appelez comment, il fait les sketchs. Il fait les sketchs de sa même femme. C'est lui qui te dépasse. Voir comment moi je traite les gens qui disent qu'ils peuvent me tenir tête. Donc ça fait des messages politiques qu'on envoie aux uns aux autres. Mais en tout cas, du point de vue juridique, c'est carrément de la violation du droit international. Oh, c'est une question qu'on peut poser. Avant d'aller à la CPI, où est l'ONU? Depuis que les choses ont commencé là. L'ONU, vous attendez encore. Vous entendez encore que quand l'ONU là, vous sentez qu'encore qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'ONU dans le monde ici. On a bien l'impression que le plus fort fait ce qu'il veut ces jours-ci. Donc, celui qui ne peut pas attraper le navire de l'autre, celui qui ne peut pas enlever le président, celui qui ne peut pas bombarder l'Iran, celui qui peut, il peut lancer, il peut attaquer à Gaza là-bas, il extermine toute une population, les autres sont seulement là pour dire que, vraiment, il faut que Israël se calme un peu, il faut que, mais au fond, on sent très bien que désormais le rapport est un rapport de force, qui est le plus fort, qui dit, qui peut arrêter l'autre désormais. Si tu peux m'arrêter, tu m'arrêtes, si tu ne peux pas m'arrêter, je fais ce que je veux. C'est un peu la preuve de ce qu'effectivement le droit international est carrément en déclin et c'est à déplorer. Parce que autant ça arrive aux autres, autant le jour on va décider qu'on vient prendre M. Ndinga pour le ramener en esclavage aux États-Unis. Le président de la République lui-même ne pourra rien faire parce que si s'amuse lui-même, on vient le capturer. Voilà, on vient le capturer. Donc si on fait ça à Maduro, combien de fois Ndinga, combien de fois Ibarra? Le jour il arrive, il dit que les gens de soi, on vous prend, vous tous, on part avec vous. Qui va broncher? Si vous branchez, on accepte le président et tous les ministres, on part avec. Donc vraiment, c'est à regretter, c'est à condamner. C'est à condamner. Donc, aujourd'hui, on va attaquer le chapitre sur la nationalité et l'état civil. Et on a dit, de manière simple, la nationalité, c'est la tâche juridique qu'une personne peut avoir avec son pays, avec un état donné. Son rôle, sa fonction principale est de distinguer les nationaux des étrangers
et distinguer également les nationaux des apatrides, étant donné que les nationaux n'ont pas toujours les mêmes droits que les étrangers, que ce soit du point de vue civil, que ce soit du point de vue commercial, et parfois du point de vue même pénal. Par exemple, l'étranger peut bénéficier d'une extradition à l'eau national, vous ne pouvez plus rien. Dès lors qu'on vous a appréhendé, vous suivez votre parcours judiciaire ordinaire. Il y a donc une différence de droit entre les nationaux et les étrangers. Il faut donc pouvoir distinguer ces nationaux des étrangers dans un État donné. Et chaque État élabore sa loi qui organise l'attribution ou même le retrait de la nationalité par un individu, parce qu'on peut acquérir la nationalité, mais on peut également perdre cette nationalité sous certaines conditions. Quelles sont les conditions d'acquisition de la nationalité? Quelles sont les conditions de perte de cette nationalité? C'est ce qu'on va voir dans le cadre de cette première section consacrée à la nationalité, avant d'aller voir la section 2 qui sera consacrée à l'état civil. Donc, j'annonce donc passer, mesdames, messieurs, le chapitre 2 sur la nationalité et l'état civil. À la ligne. À la ligne. Si les individus, si les personnes dans un état donné, peuvent être identifiés, virgule, individualisés à partir de leur nom et de leur domicile, cette individualisation est souvent complétée par d'autres éléments complétés par d'autres éléments, à savoir la nationalité et l'état civil. À savoir la nationalité et l'état civil. À savoir la nationalité et l'état civil. Section 1, la nationalité. Section 1, la nationalité. Section 1, la nationalité. À la ligne. La nationalité est le lien juridique et politique. Qui rattache un État, qui rattache une personne à un État souverain. Qui rattache une personne à un État souverain. Bon. Elle permet de distinguer dans cet État, les nationaux
des étrangers et des apatrides, les nationaux, des étrangers et des apatrides, et des apatrides, et des apatrides. Exemple, le droit de vote dans un État. Exemple, le droit de vote dans un État. Le droit de vote dans un État n'est reconnu qu'aux nationaux. Le droit de vote dans un État n'est reconnu qu'aux nationaux. N'est reconnu qu'aux nationaux. N'est reconnu qu'aux nationaux. Point. Chaque État détermine librement. Chaque État détermine librement. Chaque État détermine librement les conditions d'acquisition, les conditions d'acquisition mais aussi de perte de la nationalité, mais aussi de perte de la nationalité sur son territoire, mais aussi de perte de la nationalité sur son territoire, sur son territoire. Sur son territoire. Sur son territoire. Au Cameroun, il s'agit principalement de la loi du 11 juin 1968. 11 juin 1968. Au Gabon, c'est la loi numéro 37. C'est la loi numéro 37. 37, bas 98, du 20 juillet 1999. Du 20 juillet 1999. Monsieur, pourquoi la plupart de ces lois, c'est toujours du mois de juin? Parce que les assemblées nationales siègent 2 fois par an, en juin et en novembre pour valider le budget. Donc ça correspond à peu près à la période où siège l'Assemblée nationale, puisque c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Dans la plupart des pays, l'Assemblée nationale se réunit 2 fois par an. En juin, la période du jour, si vous voulez, pour le premier semestre, à la fin du premier semestre et à la fin du deuxième semestre. La fin du premier semestre correspond donc à la zone de juin, qui peut donc varier, soit dans juin, juillet. La fin du deuxième semestre correspond soit à novembre, décembre, par là. Donc, la date va toujours tourner autour de là. Pourtant, pour le président de ratifier, de signer la décision plus tard, puisque la loi, l'Assemblée nationale adopte et puis le président signe plus tard. Donc, il y a un temps qui s'écoule entre la fin de la session et le jour où le président va signer, effectivement. Mais c'est presque toujours la même période. Du 11 juin 1968, au Gabon, la loi numéro 37/98
Bac 98, du 20 juillet 1999. Du 20 juillet 1999, portant code de nationalité. Portant code de nationalité. Portant code de la nationalité. Portant code de la nationalité. En Côte d'Ivoire, c'est le code de la nationalité ivoirienne. En Côte d'Ivoire, c'est le code de la nationalité ivoirienne. Code de la nationalité ivoirienne. Code de la nationalité ivoirienne. Récemment modifié le 24 avril 2024. Récemment modifié le 24 avril 2024. 24 avril 2024. Monsieur, vous n'allez pas davantage développer sur les conditions pour avoir la nationalité camerounaise. Comment? Vous n'allez pas davantage développer sur les conditions pour avoir la nationalité camerounaise. Paragraphe 1, l'acquisition de la nationalité. Paragraphe 1, les conditions de l'acquisition de la nationalité. Donc, paragraphe 1, l'acquisition de la nationalité. Allez, il existe principalement deux modes d'acquisition de la nationalité. Il existe principalement deux modes d'acquisition de la nationalité. Deux modes d'acquisition de la nationalité. Deux modes d'acquisition de la nationalité. Soit à la naissance, soit à la naissance, soit à la naissance, soit après ce moment, soit après ce moment, soit après ce moment, soit après ce moment. Grand A, l'acquisition de la nationalité. L'acquisition de la nationalité par la naissance. L'acquisition de la nationalité par la naissance. L'acquisition de la nationalité par la naissance. Par la naissance. 2 points. 2 points. La nationalité d'origine. La nationalité d'origine. 2 points. La nationalité d'origine. 2 points. La nationalité d'origine. À la ligne. La nationalité s'acquiert à la naissance de 2 façons. La nationalité s'acquiert à la naissance de 2 façons. S'acquiert à la naissance de 2 façons. De 2 façons. À savoir, du fait d'un lien de sang, à savoir du fait d'un lien de sang, du fait d'un lien de sang ou de filiation, du fait d'un lien de sang ou de filiation,
et du fait du sol. 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 Petit 1, l'acquisition de la nationalité d'origine. Petit 1, l'acquisition de la nationalité d'origine par l'effet de la filiation. L'acquisition de la nationalité d'origine par l'effet de la filiation. Petit 1, du grand A. L'acquisition de la nationalité d'origine par l'effet de la filiation. Par l'effet de la filiation. C'est la transmission. C'est la transmission. C'est la transmission par le lien de sang. Par le lien de sang qui unit le parent à l'enfant. Qui unit le parent à l'enfant. Qui unit le parent à l'enfant. En d'autres termes, l'enfant possède de droit la nationalité de ses parents. 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 Il suffit qu'un seul de ses parents, soit, par exemple, de nationalité camerounaise, qu'un seul de ses parents soit, par exemple, de nationalité camerounaise, soit, par exemple, de nationalité camerounaise, pour qu'il bénéficie automatiquement de la nationalité camerounaise. 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 Point. De la nationalité camerounaise. Point. Je vais expliquer ici la petite problématique qui peut se poser pour qu'on n'ait pas écrit tout non plus. Lorsque les deux parents sont de la même nationalité, c'est facile. L'enfant est de cette nationalité. Mais lorsque les parents sont de nationalités différentes, la question peut souvent se poser de savoir l'enfant aura donc quelle nationalité. La règle est que l'enfant a droit aux deux nationalités. Mais cela va varier en fonction des législations. Si on est dans une législation qui dit que le fait d'avoir choisi une nationalité vous exclut de la nationalité camerounaise, alors si vous établissez un acte de naissance ou alors une carte d'identité avec la nationalité française, automatiquement vous perdez la nationalité camerounaise. Mais si il arrive souvent que des législations, dans certaines législations, on n'exclut pas la perte de la nationalité par le bénéfice d'une autre nationalité. Donc, on autorise la double nationalité. Dans ces législations-là,
on pourra donc avoir 2 nationalités. Mais au Cameroun, précisément, on n'a pas droit à 2 nationalités. Si vous avez une nationalité camerounaise de droit parce que votre père, votre mère est camerounais, dès lors que vous signez, vous établissez une carte d'identité dans le pays, l'autre parent qui n'est pas camerounais, peut-être français, vous devenez français, c'est votre droit là-bas en France, mais au Cameroun, vous perdez la nationalité camerounaise. Donc, cela dépend des législations. Oui, délégué. J'ai une femme, je suis congolais, ma femme est camerounaise. Oui. Ma femme a mis au monde aux États-Unis. Votre femme est Ma femme a mis au monde aux États-Unis. accouchée aux États-Unis. D'accord. Votre enfant a droit aux 3 nationalités. Il lui appartiendra, ou du moins il vous appartiendra, de faire le choix de la nationalité que vous allez lui faire établir. De toutes les façons, si vous lui faites établir la nationalité américaine, il perd de droit les nationalités camerounaises et congolaises éventuellement si la législation est la même. Mais il arrive que les législations autorisent la double nationalité comme en France. Alors, vous pouvez être à la fois américain et également français. Oui, finissez, délégué. Je dirais que si je choisis, certes, la législation autorise d'avoir plusieurs nationalités, mais d'autres, il peut y avoir instinctivement la nationalité camerounaise. Oui, c'est cela. Oui, Ndinga. Dans ce contexte-là, au cas où nous sommes dans une législation qui autorise 2 nationalités. Oui. Donc, c'est possible aussi d'avoir une carte de CENI. Si on vous autorise, on vous accorde à une nationalité, vous êtes libre d'avoir une CNI, puisque la nationalité vous autorise à avoir les droits d'un national de ce pays. Vous êtes libre de faire une CNI dans le cadre de du pays qui est votre national désormais, qui est votre pays, votre territoire national désormais. Monsieur, toujours dans ce sens, s'il arrivait que celui qui a double nationalité, Oui. celui qui est autorisé d'avoir double nationalité, Oui. commet un forfait dans l'un des pays Oui. qu'il tire ses origines, Oui. est-ce que les 2 lois sont applicables? Est-ce que l'autre pays peut demander l'extradition? Autant l'autre pays peut demander l'extradition, autant... Je peux prendre un cas de figure de Jean-Claude Van Damme. Oui. Il a double nationalité. Oui. Il est américain. Il est américain, reconnu américain, et il est aussi congolais. Oui. De la RDC. Van Damme, le Congolais? Oui. On lui a même donné le passeport. Récemment, quand il est allé en RDC. Le passeport diplomatique. Qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas alors qu'il y a le Cameroun ici? Donc, je prends le cas de Jean-Claude Van Damme. Oui. Il est d'abord d'origine belge, oui. Mais puisqu'il est né en Amérique, il a la nationalité américaine, oui. Et reconnu au Congo, donc il bénéficie de la nationalité congolaise. Oui. S'il arrivait que Jean-Claude Van Damme commet un dégât au Congo et que l'Amérique, les États-Unis, veut que son jugement se passe aux États-Unis, quelle sera la lecture de droit qu'on peut faire? Disons que autant l'extradition est laissée à la liberté du pays auquel on demande l'extradition. Donc, il appartient aux deux. On suppose qu'il a commis l'infraction au Congo, donc il est appréhendé au Congo. Les États-Unis veulent qu'on le renvoie aux États-Unis pour qu'on aille le juger là-bas en tant qu'Américain. On va donc faire la demande à l'État qu'il détient matériellement. Derrière notre Américain, il n'est pas Congolais. C'est une demande, ça reste une demande. Parce que l'État congolais, indépendamment de la nationalité, a le droit de juger toute personne qui commet l'infraction sur son territoire. Donc, l'État congolais est libre d'extrader ou de ne pas extrader. Maintenant, étant donné la nationalité congolaise, la règle en matière de droit à l'extradition est également que les États n'extradent pas leurs nationaux. Donc, personne ne viendra demander à un État congolais d'extrader un Congolais. La personne, l'individu en question, peut s'opposer dans la procédure en disant « je suis Congolais, je ne veux pas être extradé ». Maintenant, prenons le cas de l'inverse. Il est toujours... Qui boude là? On est diplomatie.
La force, c'est le langage. Si vous êtes fort, vous pouvez anticiper. Monsieur Ibarra. Monsieur Ibarra. J'ai constaté ça deux reprises. Monsieur Ibarra. J'ai observé des questions. Il y avait une question, il y a 2 ou 3 questions que le frère, le garçon a posé, qui a posé. Oui. C'était des questions que je pouvais poser, mais puisqu'il a déjà évoqué, ça m'arrange. Oh, d'accord, Si vous poursuivez. n'êtes pas à mesure de prendre la parole, je ne voulais pas supporter. Monsieur Ibarra, poursuivez votre question. Poursuivez votre question. Ce que je vais dire, c'est ceci. Prenons le cas que, toujours de Jean-Claude Van Damme, puisqu'on parle de lui, il ne commet pas un forfait ni au Congo ni aux États-Unis, mais il commet un forfait au Cameroun. Oui. Maintenant, les 2 pays d'origine Demande l'extradition. le réclament. Donc, il y a des règles prévues en la matière. Et en l'espèce précisément, la règle est que on va accorder l'extradition à l'État qui en premier a formulé la demande d'extradition. Alors, Parce que comme il arrive au centre de l'Indienne, je ne peux pas tout accoucher dès qu'aux États-Unis. oui. Et ça de Mungu. Le travail. Tu l'as la première vie, c'est de traverser. Alors, Et comme le Cameroun ne permet donc pas la double nationalité, quand tu n'es pas pu accoucher là-bas pour revenir vivre avec l'enfant au Cameroun, est-ce que le Cameroun peut s'opposer que l'enfant n'entre pas dans son territoire parce que l'enfant est américain? justement, dès lors que l'enfant a établi son acte de naissance et donc a acquis la nationalité américaine, il n'est plus camerounais, c'est tout. Donc, s'il veut venir au Cameroun, il doit demander l'autorisation de séjour, comme tout étranger. Maintenant, il lui appartient, quand il sera devenu adulte, de faire le choix de devenir camerounais. Il a le droit. Ça veut dire que pendant il devra de temps en temps renouveler ses papiers. S'il veut venir au Cameroun, il est obligé d'aller prendre l'autorisation. C'est comme ça, s'il veut venir dans un État qui n'est pas le sien, puisqu'il est américain et français. Oui, malgré la tutelle ne signifie pas que vous devenez, vous avez cette nationalité automatiquement. Étant donné que le parent lui-même, il faut aller voir. Puisque vous avez un enfant français, vous avez le droit de devenir vous-même français. Il faut aller voir si la sœur ne peut pas accepter qu'elle est encore camerounaise alors que son enfant est français. Puisque c'est ça l'objectif. Quand on va accoucher l'enfant avec un vieux blanc, l'objectif est que c'est pour les papiers, c'est pour les kaolos principalement. Donc on va avancer, vous retenez la question Bilo. On va la prendre tout à l'heure. Petit 2 donc. Petit 2. Un vieux blanc qui a les appareils au cœur partout. Il ne fait plus rien, ne peut plus rien faire d'ailleurs. Mais il est là, il est grincheux, il est agressif et en plus il vit en campagne. Il confisque d'abord vos papiers là-bas. Vous êtes seulement là avec la grosse coquille. Il dit que non, moi je suis français. Hein. Depuis que je suis français, petit 2, l'accès à la nationalité par le sol. L'accès à la nationalité par le sol. L'accès à la nationalité, si vous voulez, du fait du sol. L'accès à la nationalité du fait du sol. Petit 2, l'accès à la nationalité du fait du sol. La naissance d'une personne sur le sol d'un État, la naissance d'une personne sur le sol de l'État, la naissance d'une personne sur le sol de l'État, la naissance d'une personne sur le sol d'un État, sur le sol d'un État, lui octroie de droit la nationalité de cet État. Lui octroie de droit la nationalité de cet État. Le droit, la nationalité de cet État. Il en est ainsi dans la plupart des législations. Lui octroie, ai-je dit, de droit la nationalité de cet État. Point.
Il en est ainsi dans la plupart des législations. Il en est ainsi dans la plupart des législations. Oui, monsieur le délégué. De cet État. De cet État. Il en est ainsi, donc, dans la plupart des législations. Il en est ainsi dans la plupart des législations. Point. En droit camerounais, cette prérogative est prévue. En droit camerounais, cette prérogative est prévue. En droit camerounais, cette prérogative est prévue à l'article 9. À l'article 9 de la loi de 1968. Article 9 de la loi de 1968. De la loi de 1968. Article 9 de la loi de 1968. 68. La loi de 1968. C'est le principe du ius soli. J'appelle ius soli. C'est le principe du ius soli. J'appelle ius soli. C'est le principe du ius soli. C'est le principe du ius soli. J'appelle ius soli. J-U-S. 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 Ius soli, j'appelle J-U-S, qui est ius, plus loin soli. Soli, S-O-L-I. Il en est ainsi, même si les deux parents sont de nationalité étrangère. Même si les deux parents sont de nationalité étrangère. Même si les deux parents sont de nationalité étrangère. Sont de nationalité étrangère. Point. Mais il ne s'agit que d'une simple faculté. Mais il ne s'agit que d'une simple faculté. Mais il ne s'agit que d'une simple faculté. Autrement dit, la personne peut y renoncer. Autrement dit, la personne peut y renoncer. Autrement dit, la personne peut y renoncer. La personne peut y renoncer. La personne peut y renoncer. Point. Dans le cas particulier, dans le cas particulier, de l'enfant, dans le cas particulier, de l'enfant trouvé, dans le cas particulier de l'enfant trouvé, si plus tard, la nationalité de ses parents est établie, la nationalité de ses parents est établie,
est établi. La loi prévoit qu'il perd le ius soli, au profit du ius sanguini. Parce qu'on ne sait pas exactement là où il est même né, là où il est né réellement. Il perd le ius soli au profit du ius sanguini. Sanguini, qui vient de sang. Ius sanguini qu'on a vu plus haut. Ius sanguini. Sanguini, point. À la ligne NB, notez bien. NB, à la ligne, notez bien. Le ius soli ne s'applique pas. Aux enfants de l'agent diplomatique. Ne s'applique pas aux enfants de l'agent diplomatique. Aux enfants de l'agent diplomatique. Dont lui est censé être né dans le pays de son père. Grand B, la nationalité d'acquisition. Grand B, la nationalité d'acquisition. À la ligne. Même après la naissance, il est possible d'acquérir la nationalité d'un État. Même après la naissance, il est possible d'acquérir la nationalité d'un État. La nationalité d'un État. Y compris de changer une nationalité. Dont on était précédemment titulaire. Y compris de changer une nationalité dont on était précédemment titulaire. Il dit y compris de changer une nationalité dont on était précédemment titulaire. À la ligne. Tel est d'abord le cas par les faits du mariage. Par les faits du mariage. Point. La femme étrangère qui épouse un homme, acquiert automatiquement la nationalité de son mari. À condition qu'elle en effectue la demande
à condition qu'elle en effectue la demande, qu'elle en effectue la demande au moment de la célébration du mariage. 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 Point. On rappelle également ici qu'il ne s'agit que d'une simple faculté. On rappelle également ici qu'il ne s'agit que d'une simple faculté. Il ne s'agit que d'une simple faculté. Il ne s'agit que d'une simple faculté. Il ne s'agit que d'une simple faculté. À la ligne. Tel est également le cas. Par l'effet de la naturalisation. 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 Point. La naturalisation est l'acquisition volontaire. L'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. L'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un majeur. Par un majeur. Par un majeur. À sa demande. Par un majeur. À sa demande. Par un majeur à sa demande. Par un majeur à sa demande. Point. Elle est prévue en droit camerounais. Elle est prévue en droit camerounais à l'article 25 de la loi de 68. À l'article 25 de la loi de 68. De la loi de 68. De la loi de 68. « 25, loi de 68. Article 25, loi de 68. Point. La demande doit être faite par une personne majeure de 21 ans. La demande doit être faite par une personne majeure de 21 ans. La demande doit être faite par une personne majeure de 21 ans. Par une personne majeure de 21 ans. Majeure de 21 ans. Point. Celle-ci doit par ailleurs justifier. D'une résidence continue sur le territoire national. Celle-ci doit par ailleurs justifier
d'une résidence continue sur le territoire national sur une période d'au moins 5 ans. 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 D'au moins 5 ans. Sur une période d'au moins 5 ans. À la ligne. Enfin, on acquiert la nationalité. Après la naissance. On acquiert la nationalité après la naissance du fait de la réintégration. 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 Point. Cette hypothèse concerne principalement les nationaux ayant fait l'objet d'une déchéance de nationalité. Les nationaux ayant fait l'objet d'une déchéance de nationalité. Ayant fait l'objet d'une déchéance de nationalité. Déchéance, déchoir. Déchéance. Comme si on veut écrire échéance, on met seulement D au début. Déchéance de nationalité. C'est-à-dire d'une privation de la nationalité. D'une privation de la nationalité. Une privation de la nationalité à la suite d'une sanction judiciaire. 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 Point. La réintégration fait l'objet d'une demande. La réintégration fait l'objet d'une demande du concerné. Fait l'objet d'une demande du concerné. Une demande du concerné. Une demande du concerné. Accompagné de pièces justificatives. Accompagné de pièces justificatives. Accompagné de pièces justificatives. De pièces justificatives. Adressées au ministre de la Justice. Adressées au ministre de la Justice. Adressé au ministre de la Justice.
adressé au ministre de la Justice. Adressé au ministre de la Justice. Paragraphe 2. Paragraphe 2. Paragraphe 2. La suppression de la nationalité. Paragraphe 2. La suppression de la nationalité. La suppression de la nationalité. La suppression de la nationalité. La nationalité, à la ligne, la nationalité d'une personne peut être supprimée. Peut être supprimée. Peut être supprimée. Peut être supprimée. Peut être supprimée par deux mécanismes différents. Peut être supprimée par deux mécanismes différents. Par deux mécanismes différents. Grand A, la perte de la nationalité. Grand A, la perte de la nationalité. La perte de la nationalité. Toute personne est libre de répudier, c'est-à-dire de renier, de décliner une nationalité dont il est titulaire. Une nationalité dont il est titulaire. Dont il est titulaire. Dont il est titulaire. Point. On n'est pas contraint de conserver sa nationalité d'origine. On n'est pas contraint de conserver sa nationalité d'origine. De conserver sa nationalité d'origine. Sa nationalité d'origine. Ainsi, celui qui librement répudie sa nationalité d'origine, répudie sa nationalité d'origine perd pour l'avenir cette nationalité. Perd pour l'avenir cette nationalité. Perd pour l'avenir cette nationalité. Point. À la ligne. À la ligne. De la même façon, une personne qui assure un emploi, dans une organisation internationale,
dans une organisation internationale peut se voir enjoindre, obligé, peut se voir enjoindre, contraint, peut se voir enjoindre, contrainte, peut se voir contrainte, peut se voir enjoindre de quitter ses fonctions, par son état d'origine. Par son état d'origine. Point. Si elle désobéit et persiste à conserver cet emploi, elle peut de fait perdre sa nationalité. Elle peut devenir apatride rien que de ce fait. Ou alors si elle veut chercher une autre nationalité, mais l'État en question retire sa nationalité. Comme tu donnes fort, reste là-bas avec ton organisation internationale. Bon. Grand B, la déchéance. Grand B, la déchéance. Grand B, la déchéance. La déchéance de nationalité est une sanction judiciaire. La déchéance de nationalité est une sanction judiciaire. Est une sanction judiciaire. Est une sanction judiciaire. Est une sanction judiciaire. Elle est prévue pour certaines infractions seulement. Elle est prévue pour certaines infractions seulement. Elle est prévue pour certaines infractions seulement. Pour certaines infractions seulement. Et en cas de commission, leur auteur peut se voir retirer la nationalité. Leur auteur peut se voir retirer la nationalité. En cas de commission de ces infractions, leur auteur peut se voir retirer la nationalité. Leur auteur peut se voir retirer la nationalité. Peut se voir retirer la nationalité. Exemple, les atteintes à la sûreté de l'État. Les atteintes à la sûreté de l'État. Les atteintes à la sûreté de l'État. Exemple, les atteintes à la sûreté de l'État. Point. La déchéance n'est envisageable cependant.
que si le fait a été commis, après l'écoulement d'un laps de temps, 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 LAPS, après l'écoulement d'un laps de temps de 10 ans, après l'acquisition de la nationalité, après l'écoulement d'un laps de temps de 10 ans, après l'acquisition de la nationalité. On va partir de l'acquisition de la nationalité. Après l'écoulement d'un laps de temps de 10 ans, à partir de l'acquisition de la nationalité. Section de l'état civil. 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 On prend une pause de 10 minutes et on revient après. Section de l'état civil. Section 2, donc l'état civil. Pause de 10 minutes, on revient après.